Oui. Les- C'était ça le but entre autres. Je pense qu'il y a un peu des trois nécessités en fait, la casquette sociologue et puis le besoin de simplifier et de fédérer finalement toutes les cultures. Donc l'idée c'était aussi de pouvoir le rendre accessible au plus grand nombre dans la mesure où on fait partie des minorités qui sont peu penchées sur la lecture. Il ne fallait pas qu'il soit dense, il fallait qu'il soit consistant mais pas énorme pour qu'on puisse le lire facilement en 3 heures, mais en sortie, grandi et nourri. C'était ça le challenge. Alors, dès les premières pages, on y entre. En fait. Vous insistez sur le fait que nous sommes tous des êtres métissés. Peu importe l'identité sous laquelle nous voudrions nous faire prévaloir en tant qu'être dans la société, finalement, si on remonte la généalogie, nos origines, on est métissé. Oui, l'humain s'est inventé des limites culturelles, identitaires et des codes. Alors qu'on voit bien que sur le plan historique, hein, si on voit même déjà la première migration des premiers hommes qui partent de l'Afrique pour l'Occident et puis qui changent de texture de la peau, on voit bien que sur le chemin, il y a une autre culture qui se crée, il y a une autre constitution identitaire qui se crée sur le chemin. Et puis quand on voit les migrations internes à l'intérieur de l'Afrique, il y a des messages. On a aujourd'hui une migration africaine plus importante à l'intérieur de l'Afrique qu'à l'extérieur de l'Afrique. Donc l'idée était aussi de réconcilier ces personnes qui ont tendance à s'enfermer dans une culture, de rendre attentifs au fait qu'ils ne parlent jamais d'une seule culture. De quelle culture il s'agit? Est-ce que c'est une question des cultures ou bien d'une culture à l'intérieur d'eux-mêmes? Donc ça se joue à ce niveau-là. C'était aussi ce besoin de se dire que quand on migre de l'Afrique pour l'Occident, on a dans ses bagages une culture. Est-ce qu'à l'Occident, en Occident, on est enfermé dans cette illusion d'une culture? Qu'est-ce qu'on en fait? Comment est-ce que ça s'est construit? Qu'est-ce qui a mis en place ces mécanismes, on va dire, d'acceptation et d'intégration de ces identités-là? Donc il est question profondément d'identités multiples dans ce livre. Mais est-ce que, par exemple, le fait pour l'Africain d'arriver en Occident, bien l'Occidental d'arriver en Afrique par la colonisation, il y a eu ce que j'appellerais un déséquilibre dans ce que j'appellerais l'échange culturel. Est-ce qu'il y a eu ce que j'appellerais des crimes culturels qui ont, comment je dirais, asséché la fécondité et l'imagination des autres de leur culture pour les contraindre dans une forme d'acculturation pour être des êtres à l'image de ceux qui ont voulu peut-être s'imposer chez eux? On ne peut pas le nier, c'est un fait historique. Il faut dire que les systèmes éducatifs actuels de l'Afrique, qu'on le veuille ou non, hein, ces dernières années, ils sont en train de travailler à la révision des manuels scolaires. On est porté dans l'accumulation des données, non pas dans l'expression individuelle, dans le questionnement de la méthode ou de l'action. Donc on a des peuples mimétiques donc, qui sont issus du colonialisme. C'était ça, il fallait produire des hommes utilisables, pratiques, et qui devaient être fidèles à ceux qui ont pénétré l'Afrique et donc avec qui ils maîtrisent un tant soit peu la culture du colon. Donc on ne se désolidarise pas de sa culture avec aisance. Est-ce qu'aujourd'hui la structure du monde permet-il à l'Africain de s'affirmer comme Africain ou bien d'être quelque part ce que j'appellerais un sous-rouage, un rouage de ce que j'appellerais cette culture de la mondialisation? Parce qu'on voit aujourd'hui les grandes impulsions du monde ne partent pas de l'Afrique, partent d'ailleurs, et l'Afrique ne fait que s'arrimer en fait. Il faut dire que le système global actuel a du mal avec la notion de culture. Hein. Il parle d'identité. On a plus des identités politiques, des colorations politiques, plus que d'identités en termes de valeurs, en termes de transmission. On est dans des enjeux. La mondialisation est profondément arrimée sur le capitalisme. Donc les gens sont dans des enjeux consensuels. Et donc, forcément, il y a cet éclatement de la culture, de noyau culturel qui peut être ancré dans un espace. Hein.
Et je pense que ces 15 dernières années, la Suisse est confrontée à une migration autre qu'européenne, qui avait cette vision eurocentriste où ils avaient plus ou moins les mêmes mécanismes, les mêmes codes. Elle est vraiment bousculée avec des personnes qui viennent de l'autre côté de l'océan, avec des valeurs autres, avec un rapport au temps qui n'est pas pareil, au rapport à la nature qui n'est pas pareil. Donc c'est assez bousculant, on va dire. Il est difficile au jour d'aujourd'hui de parler d'ancrage culturel, mais il ne faut pas les oublier. Il est beaucoup plus facile d'avoir accès à ces codes par la littérature. Donc il est bon d'en avoir conscience et d'en faire quelque chose si le besoin se présente. Alors, tout à l'heure, vous parliez de codes, je vais quand même saisir la balle au bon. Le 14 juin, on a assisté à la grève des femmes et on a voulu, d'après certains slogans, on a voulu liquider les patriarcats. Mais je pense que, en tant qu'écrivaine, dans le livre, vous parlez du patriarcat et du matriarcat en Afrique. Oui. Comment ça se définit? Est-ce que ça se définit en termes de duel, comme ça se pose ici? Ou bien ça se définit en termes de complémentarité, qui complète qui? Il y a ce qui appelle une subordination. Comment ça se passe aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, qu'on se le dise, on a tendance à présenter l'Afrique comme un continent machiste. Oui. Est-ce que l'Afrique est-elle machiste? Elle a toujours été machiste? Ou bien qu'est-ce qui se passe aujourd'hui par rapport à cette grande question aujourd'hui que je dirais, plus ça se passe en Occident, que l'Occident a le monopole des moyens de communication, on fait une question universelle. Comment ça se passe aujourd'hui, par exemple, cette question du patriarcat et du matriarcat en Afrique? Alors il faut dire que le féminisme, parce que le 14 juin a été porté par des mouvements majoritairement féministes, donc il faut dire que le féminisme ne se décline pas en Occident de la même manière qu'en Afrique. On est dans des sociétés eurocentristes où la femme payait sa dot. Ça veut dire qu'elle devait, pour pouvoir rejoindre son conjoint, lui apporter une certaine bourse. Ça définit déjà un petit peu la frustration, on va dire. Alors qu'en Afrique, la dot ne finit pas, on dit culturellement, c'est vraiment que la dot ne finit jamais. Une fois que tu as une femme, c'est comme un trophée, donc tu dois avoir une redevance éternelle pour vis-à-vis de sa famille. Donc le féminisme ne s'exprime pas de la même manière. Et il est légitime que le patriarcat, le matriarcat veuille prendre beaucoup de place en Occident parce que de manière anthropologique, la place de la femme, contrairement à ce qui peut être perçu en Occident, a été longtemps bafouée. Elle n'avait pas le droit de vote, elle n'avait pas le droit. Or, dans nos sociétés avant la colonisation, les structures n'étaient pas pareilles. Le matriarcat était porté différemment. Nous n'étions pas dans les schémas de monogamie, c'est assez judéo-chrétien. Il faut dire qu'il y avait des régions où la notion d'exclusivité n'existait pas, il faut le savoir. Dans les chefferies, pour ne parler que de ces royaumes-là, alors le roi, il a des épouses, mais il a, si je ne veux parler que du cas de l'Ouest, coin de l'Ouest du Cameroun, il a des épouses, mais il sait pertinemment qu'il ne peut pas assouvir tous leurs besoins physiologiques. Il sait il a on va dire des tinas, des hommes qui peuvent. Donc la notion de fidélité n'est pas africaine. Donc, et quand il arrive dans une case, il tousse. Alors si un amant, il s'en va. Il faut dire que c'est des sociétés qui avaient trouvé un mécanisme en même temps qui donnait une certaine place aux hommes, où ils avaient une harem, parce que voilà, c'est différent, il y avait une certaine liberté, mais qui était tabou. Enfin, je veux dire, il fallait être initié pour être au courant de pas mal de choses. On ne peut pas aborder les questions du patriarcat et du matriarcat de la même manière qu'en Occident qu'en Afrique. Il faut dire que le patriarcat, il y a une nouvelle forme de patriarcat qui s'est installée en Afrique avec le christianisme, la légalisation, ce qu'on appelle en Occident la laïcité, le droit, qui ont bousculé pas mal les structures, l'organisation sociale en Afrique. C'est difficile de se prononcer de manière catégorique. On est dans des temps de confusion où on emprunte tout sans prendre la distance. Et ça crée pas mal de nœuds. Donc il y en a qui sont en Afrique qui appliquent, qui profitent un petit peu de ce métissage culturel pour occulter la culture de base et en faire leur affaire. On ne va pas le nier. Je vous ai entendu tout à l'heure dire quelque chose. Je pense que ceux qui nous suivent se poseront cette question-là. La fidélité n'est pas africaine, ça veut dire quoi? L'exclusivité. Il n'y a pas la notion d'appartenance. Ça veut dire qu'un homme peut avoir plusieurs femmes, une femme peut avoir... C'était équilibré comme ça ou bien? Oui. Parce qu'aujourd'hui, ça se présente beaucoup plus comme étant le monopole des hommes d'avoir plusieurs femmes. C'est une illusion. C'était simplement tabou chez les femmes parce que le roi incarnait un petit peu l'autorité spirituelle et religieuse. On lui devait de l'égard et du respect.
Donc, il faut le savoir. Avant les moyens de communication, quand un homme voyageait, il laissait sa femme avec son ami, mais les enfants qui naissaient de ce couple appartenaient à l'homme. Et quand la femme allait présenter ses enfants à sa famille, elle laissait une femme à son homme, et puis les enfants qui naissaient de ce couple appartenaient soit à son homme, elle devenait une seconde épouse, ou alors elle rentrait chez eux. Il y avait pas, ils avaient trouvé un équilibre, on va dire ça comme ça, qui n'était pas forcément calqué sur des valeurs judéo-chrétiines. Alors, j'entre un peu dans le livre. Oui. Donc, le livre parle, c'est comme vous faites un arbre généalogique. Oui. Donc, vous partez du grand-parent, des parents et des enfants. Donc, les grands-parents qui estiment que son fils, pour s'épanouir, devrait se conformer à l'éducation coloniale. Oui. Et les fils, finalement, transmettent la même chose à ses enfants. Mais à un moment donné, il subsiste quand même ce que j'appellerais une forme d'opposition, parce que autour d'eux, il y a ceux-là qui les indexent comme étant des acculturés, des gens qui sont façonnés par l'identité coloniale et qui se moquent d'eux. Mais en évoluant dans le livre, on se rend compte que c'est cette identité coloniale qui permet de s'épanouir dans la société, et que ceux-là qui s'est moqués d'eux parce qu'ils avaient des privilèges entre guillemets traditionnels, relevant de la coutume, se sont retrouvés des gens dépourvus. Ça veut dire qu'à un moment donné, nous sommes dans ce que j'appellerais un paradoxe. Ça veut dire que la colonie a fini par tuer la tradition et la coutume. Et qu'aujourd'hui, nous sommes dans ce que j'appellerais une forme de liquidation. Nous continuons cette liquidation de la coutume. Est-ce que nous pouvons récupérer cette coutume? De quelle manière pouvons-nous récupérer cette coutume? Est-ce qu'aujourd'hui, nous devrons toujours continuer à faire les procès de la colonisation qui a liquidé la coutume, pendant que nous-mêmes nous perpétrons les méthodes de la colonisation pour liquider cette coutume? On va d'abord dire qu'on n'attire pas des abeilles avec du sel. Donc, il faut dire que la part tendue par la colonisation, c'était la promesse de remplacer dans la posture de dominant, comment dire ça différemment, voilà, celui qui décidait des rois et des normes. Il fallait être alléchant. Il n'y a pas que du mauvais, on va dire. Hein. Il y a une autre approche existentielle qui a été apportée. Ça ne justifie pas non plus tout ce qui a été généré comme désordre, on va dire, des organisations et des structurations. L'Afrique continue pas à payer, parce que on a acquis des valeurs, des pseudo-valeurs occidentales, avec des colons n'apportaient pas en Afrique les techniques efficientes qu'ils appliquent chez eux, la distance prise par rapport à l'objet. On n'avait pas ça, on n'a toujours pas ça. Ici en Suisse, on a des cours de philosophie pour les enfants de 7 ans. Il faut attendre 16 ans en terminale pour faire de la philosophie. Et les approches, les manuels scolaires, les approches pédagogiques, même à l'université, on arrive en Occident avec des systèmes de formation, on dit un système d'apprentissage, où on a souvent en face de soi un apprenti, un diplômé de CSF qui vaut un doctorant en Afrique. Il faut questionner ces mécanismes de formation là. Donc ils n'apportaient pas forcément l'essence de leur connaissance dans ces endroits-là. Ce n'était pas la crème des crèmes qui étaient envoyées pour travailler dans les colonies. Donc on s'est approprié une sorte de culture entre guillemets au rabais de l'Occident. On en a fait notre affaire. Ça nous a désaxé, non, mais on n'a pas acquis la quintessence même de la méthode pédagogique dans l'apprentissage. Alors, je me permets de vous interrompre. Oui. Au Congo, par exemple, à un moment donné, j'ai assisté à des conférences où on a parlé de la nécessité d'inculturer la science, en fait. Nous sommes tous des pays issus de la colonisation, le système éducatif est issu de la colonisation, mais les pédagogues ont estimé que voilà, il y avait nécessité d'inculturer l'enseignement. Inculturer dans quel sens? Inculturer, ça veut dire que faire de cet enseignement-là un enseignement qui soit capable de répondre à nos propres besoins directement, et avec ce que j'appellerais nos normes à nous, puiser de nos traditions, puiser de nos coutumes, pour faire que voilà, les gens l'adaptation à l'environnement. Que les gens ne se sentent pas vraiment éloignés donc, de ce que j'appellerais éloignés de cet enseignement qui leur prône des valeurs venues d'ailleurs, mais des valeurs qui vivent tous les jours au quotidien. Et ça a marché? Ça n'a pas marché, mais là encore, je vais encore creuser, je reviens vers vous.
Quand je lis Felwine Sarr, qui a écrit Afrotopia, il explique un peu tout ça, quoi. C'est ces dynamiques-là qui portent les cités africaines, que l'on qualifie par, entre guillemets, les économistes européens, chaotiques, où l'espoir de vivre est vraiment, se sont terriblement menuisés. Mais il y a une dynamique que les gens ne savent pas tout le temps saisir, une dynamique spirituelle qui porte les gens les uns vers les autres, qui aide ces gens-là, tant même dans les chaos, à survivre. Comment est-ce que vous, qui êtes sociologue, n'arrivez pas à synthétiser ce que j'appellerais toute cette essence-là qui traîne ces sociétés-là, que l'on qualifie entre guillemets par la rationalité cartésienne et chaotique, à survivre et à mettre ces valeurs-là sous forme écrite pour que les gens s'en imprègnent, finalement. C'est ça votre rôle en tant que sociologue, en tant qu'écrivain aussi. On essaye comme on peut. Et puis il faut dire que les contextes africains actuels ne sont pas sortis de la colonisation. Il faut dire ce qui est. Les mêmes méthodes sont employées. On est dans des enjeux de division, qu'on le veuille ou non. Hein. On est avec le Cameroun, la montée du tribalisme, donc du répit identitaire qui fait que la méfiance, comment on dit, empêche un peu cette fédération-là, ce travail collégial qui permettrait, au-delà de la pédagogie, de s'inspirer les uns des autres. On va aller au-delà, on va adapter et fédérer. Je pense que l'Occident se crée comme ça. Ils ont des alliances, ils ont des identités propres, que ce soit des identités d'apprentissage, ils ont une carte, ils arrivent à fédérer. Donc on est un petit peu encore prise dans ces enjeux de néocolonialisme où il y a pas mal de déstabilisation en fonction de ce qu'on trouve comme richesse sur cette terre-là, qui font que la nécessité fait loi. Les gens sont dans les enjeux de survie. Il faut manger 3 fois par jour. Ils ne sont pas dans les enjeux de questionnement de la structure, de leur mécanisme de pensée. Les gens sont capables de dire une chose son contraire en moins de 3 secondes si on leur propose un peu à manger. Donc ça freine la prise de distance de ces peuples-là par rapport à la situation réelle. Qu'on le veuille ou non, c'est un fait. Et la masse populaire est majoritaire, la masse intellectuelle est minime. Et celle qui peut agir est très loin. Et quand elle veut rentrer, on les empêche de rentrer. Ça, ce sont des faits. Si. Alors, dans le livre, je reviens encore par rapport à la fin, à la page 33, quand je lis quelques extraits, je me rends compte que vous dites que la femme, dans cette société africaine traditionnelle, était appelée à intégrer la culture familiale de son époux. Oui. N'est-ce pas une ablation quand même? Vous venez de quelque part, vous avez une origine. Moi, par exemple, je vois dans la famille de ma mère, mes oncles ne parlent pas la langue de leur père, qui est de l'ouest du Congo. Ils parlent beaucoup plus la langue de leur mère, qui est du nord-ouest du Congo. C'est rassurant ce que vous dites. Donc, vous êtes en train de mettre en lumière le matriarcat, ça me rassure. Donc on fait dans le livre les questions de ce métissage entre un système patriarcal dû et un système matriarcal. Donc c'est cette fusion-là. Ils ont trouvé des consensus pour pouvoir faire de la place l'un à l'autre. Donc ça me conforte dans l'idée que dans le Congo profond, c'est un pays qui est plutôt matriarcal, contrairement à ce qu'on veut nous laisser entendre. Mais je pense que aussi ce matriarcat africain, c'est aussi un matriarcat qui a des responsabilités des hommes. Je ne dis pas que ça se passe dans ma famille, mais c'est qu'on dit aujourd'hui que les femmes africaines sont parmi les plus entreprenantes dans le monde. Dans nos marchés, ce sont les mamans qui vendent. Quand des petits commerces dans les quartiers, ce sont les mamans qui les tiennent. Et on a l'impression que c'est matriarcal de cette femme qui s'affirme économiquement, qui veut s'affirmer pour prendre la famille en charge. C'est à cause souvent de forme de déresponsabilisation de l'époux, ou bien peut-être des structures économiques qui peuvent peut-être permettre à l'époux de subvenir aux besoins de sa famille, ne sont pas vraiment au point dans le pays, à telle enseigne que la maman est obligée de faire une activité secondaire pour appuyer son époux. À tort. Je pense qu'on a dépossédé la mondialisation, la colonisation et le néocolonialisme ont eu ce chic de déposséder l'homme africain de son rôle finalement. Parce que au-delà du fait qu'on a cette idée, enfin je veux dire personnellement je l'ai porté pendant longtemps, que l'homme, dès qu'il était l'homme, c'était fait, il n'avait plus à prouver. Mais je pense que c'est les sociétés qui avaient étudié profondément la psychologie de la femme et de l'homme. Ils avaient essayé de trouver des espaces où les hommes s'épanouiraient le mieux, dans un aide de compétition. C'est vrai que
On n'est pas absolument masculin et absolument féminin. On peut avoir des femmes qui ont des caractères masculins, d'où les Amazones. Donc on va dire que c'est des caractères, des caractères masculins. Donc c'est des conquérants, c'est des hommes de combat, et les femmes c'est plutôt tourné vers la terre. Ce sont des analyses factuelles. Elles enfantent. Ça c'est la nature. Donc elles sont tournées autour du rythme. Le temps est plus important, et la notion de nutrition est beaucoup plus présente. Donc je pense que les systèmes actuels, avec une situation de la fonction masculine qui disqualifie les hommes, où ils n'ont pas d'espace, où ils devraient s'exprimer en tant que pourvoyeurs et conquérants, les a désassés. Ce qui fait qu'ils sont un peu perdus dans ce monde où il faut trouver une place. Je pense pas chacun avait sa place en fait. Quand on va dans l'anthropologie des sociétés africaines, il y avait un rôle socialement défini, mais ce n'était pas un rôle vague, ça ne venait pas d'une coutume qui n'avait pas d'explication. Les mécanismes tout se faisait par initiation, ça c'est différent, mais les hommes étaient initiés à développer leur masculinité en fonction de leur genre. Qu'on le veuille ou non, c'est un fait. Les hormones ne sont pas les mêmes chez les femmes que les hommes, elles ne sont pas professionnellement équitables. Donc, en fonction de ça, l'initiation se faisait pour une lignée, et chacun avait, en fonction de sa personnalité et ses prédispositions, des autodomones, que ce soit maximal ou minimal, il était introduit dans une voie. Donc c'est difficile pour les hommes africains de trouver leur place dans un monde très militarisé, où il faut posséder la bombe, et je pense qu'ils ont quand même pas mal sur les épaules. Alors, dans le livre, à la page 41, paragraphe dernier, vous dites qu'Anouk était fatiguée de la monotonie des textes bibliques. Je pense que... Alors, quand on est fatigué de la monotonie des textes bibliques, ça veut dire que la religion que porte cette Bible tombe en désuétude, en fait. C'est du dogme. Le dogme est ennuyeux parce qu'on ne questionne pas le dogme. Il faut l'intégrer, même si on ne l'assimile pas, même si on ne la comprend pas. On ne comprend pas Dieu, n'est-ce pas? Je ne pense pas que dans les divinités africaines, on comprenait Dieu. On est initié. Dieu est une réalité, à croire ou pas. On est initié à l'initiation, présuppose un mécanisme, une logique, une explication des choses. C'est un peu comme l'école aujourd'hui est un processus d'initiation progressif. Donc on ne peut pas parler du cœur si on n'a pas étudié le cœur dans ces petits domaines. Donc c'est parce que c'était très secret. Je pense que les sociétés avaient compris qu'on ne pouvait pas confier tout à tout le monde. De toute façon, les Occidentaux le font. On ne peut pas confier la bombe à tout le monde, c'est un fait. On ne peut pas confier une opération chirurgicale à un journaliste, c'est un fait. Et vice-versa. Mais les prêtres, par exemple, ce sont des gens qui étaient bien initiés. L'Afrique aussi, je pense, à un moment donné, dans les sociétés traditionnelles, il y a des prêtres, oui. Des gens qui entrent dans les arcanes de cette relation avec la divinité. Et puis, il y a des simples croyants qui obéissent aux prêtres. En fait. Je pense qu'à un moment donné, nous sommes un peu dans la même logique entre la Bible chrétienne, où on a des gens initiés qui passent vraiment par des étapes pour arriver à ce que j'appellerais la capacité de transmettre le message qui vient de Dieu au peuple. Et dans les sociétés africaines, il y avait des prêtres aussi qui étaient chargés de transmettre les messages de la divinité au peuple. Nous sommes un peu dans ce que j'appellerais cette dynamique-là. C'est-à-dire que c'est lui maintenant, parmi le peuple, qui estime qu'il est fatigué du rituel et presque dans le blasphème en fait. Ça dépend. Si on est croyant, on le prend comme ça. Parce qu'il y a des égyptologues qui étudient l'Afrique, l'Égypte noire, sont pleinement convaincus que Dieu est un scientifique. Donc on ne va pas les mettre de côté. Et c'est un questionnement interne. Est-ce que Dieu, si on se met à questionner la divinité en soi, est-ce que ce n'est pas en soi-même? Est-ce qu'on n'a pas un espace de spiritualité? Je reprends les termes bibliques. Hein? Dieu a fait l'homme à son image. Je prends que ça. Et puis il faut creuser, questionner. Est-ce qu'il n'est pas caché à chacun de nous? Si on va aller dans ce sens-là, mais parler de religion, de divinité et se soustraire de sa responsabilité à travers... je pense qu'il y a ce côté dogmatique qui est une excuse pour beaucoup, pour ne pas faire le chemin interne, pour se connaître dans ses points d'ombre comme dans ses points de lumière. Ça, c'est une réponse personnelle. Alors, dans le même domaine, dans le livre, il faut opposer animisme et ancestralisme. L'animisme inclut la croyance en plusieurs dieux, oui. Ce qui est faux. L'Afrique n'a jamais été animiste. Donc, anthropologiquement, quand on voit les traductions des mots,
L'Afrique a toujours eu un dieu. Quand on va dans les villages, il y a le dieu et puis il y a des petits dieux en fait. Ça, c'est les traductions européennes. Le champ lexical n'étant pas le même, on pourrait parler d'archanges et d'anges. Donc on a des anges, des archanges qui sont garants d'un champ spirituel ou physique. Mais il y a Dieu au-dessus de tout ça. Donc l'animisme ne rend pas justice aux religions africaines. Le thème d'animisme réduit les religions africaines aux dieux grecs. Où il y avait des batailles entre Akhenaton et tout ça sur la conscience d'une divinité unique. Donc c'est péché par traduction. Il y a un péché, ils ont fauté par traduction. Donc il est bien qu'on aille questionner, faites l'expérience, allez questionner dans vos villages profonds les structures religieuses, pas judéo-chrétiennes, pas musulmanes, non. Mais quand vous parlez de l'ancestrisme, Oui. c'est le culte rendu aux ancêtres? C'est le fait de se référer aux ancêtres, de ce qu'ils ont produit comme sagesse pour nous comporter dans le monde présent? Dieu est tellement inaccessible pour le monde est très grand. Le monde est fait de plein de galaxies et tout ça. Réduire Dieu à la terre, c'est limiter un petit peu son champ des possibles. Si on entre dans ce champ-là, et il délègue. Donc la personne la plus proche à laquelle il délègue, c'est ton ancêtre direct. Et puis il y a une forme de relais pour avoir accès à ces divinités. C'est leur perception de Dieu. Il est tellement éloigné du champ de la petitesse humaine, entre guillemets, qu'il n'a pas de temps à perdre avec le monde. L'univers est immense. Il délègue. Il faut se fier à ceux qu'il a délégués. Et le message y arrive. Alors, à un moment donné dans le livre, on se rend compte qu'à nous qui est au confluent donc, de l'ancestrisme, du catholicisme et de l'athéisme, la même croisée des musulmans. Alors, comment elle-même, au milieu de toutes ces croyances, elle s'est définie? En fait, comment est-ce qu'elle trouve un intérêt d'entente entre ces différentes pensées spirituelles qu'elle croise dans sa vie, ou bien elle s'est créée une logique qui serait peut-être autre que celle que l'on pourrait trouver dans ces différentes pensées spirituelles et religieuses? Elle les embrasse d'abord et puis elle prend la distance parce que tout le monde semble connaître la vérité, le chemin qui mène à Dieu. Personne ne fait il n'y a pas de concession, il n'y a pas de consensus. Chacun sait comment avoir accès à Dieu et puis elle s'en distance, c'est pas possible. Je n'ai pas l'univers pour elle, pour le personnage, n'est pas un univers désorganisé, tout à sa place. Donc ça la confronte dans l'idée que la vie, le monde, l'univers est peut-être un cube. Chacun ne peut détenir qu'une face du cube, pas toute. Alors elle prend de la distance et se concentre plutôt sur les valeurs humanistes, la conscience de l'humain. Qu'est-ce que l'humain? Je pense que ça la met dans des champs philosophiques qui... Est-ce que cette conscience de l'humain appelle à nous qu'à ce chapitre s'est réinventée? C'est-à-dire qu'elle doit elle-même se construire une logique qui soit une base qui résout son équation de la vie à elle? Elle arrive à la conclusion qu'il faut s'en servir, il faut s'en appuyer. C'est un peu comme des œillères, mais il faut vivre. Parce que la réponse, personne ne l'aura jamais. Donc, le livre ne se termine pas sur une solution, mais sur une ouverture. Mais par rapport à son chemin... Je pense que ça se termine aussi sur une ouverture. Tout à l'heure, dans l'introduction, j'ai dit... voilà. Cet écrivain américain John Updike dit que voilà, pour commencer à écrire, il faut écrire ce qu'il n'a jamais été, ou bien ce qui a été peut-être en partie. Vous estimez avoir résolu quelque chose, ou bien d'avoir fait ce que disait Tchekhov? Le rôle de l'écrivain, c'est de dire ce qui ne va pas dans sa société et de ne pas le résoudre. S'il y avait des solutions toutes faites aux problèmes de l'humanité, on les saurait. Il n'y aurait plus de problèmes sur la Terre. Je pense que la vie est un challenge. Il y a des choses à prendre, il y a des choses à laisser. Et je pense que c'est par rapport à son expérience personnelle qu'il faut prendre ou laisser les choses en fonction de ce qui résonne en nous. Il n'est pas possible au personnage de donner une solution toute faite à des gens pour qui ça n'aurait pas de résonance. Déjà, l'idée d'évoquer comment dire, la notion de fidélité ou d'infidélité, ça peut choquer beaucoup. Ça peut distancer, ça peut... il n'est peut-être pas, ce détail n'est peut-être pas dans le livre, mais
Je veux dire, quand il y aurait des gens qui sont très 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 profondément ancrés dans la religion, qui pourraient le lire et se dire, moi je m'arrête au niveau où elle commence à opposer des religions. Il y a des gens qui sont très ancrés dans la religion, qui vont jusqu'au bout et prennent la distance par rapport à la religion. J'ai été personnellement très surprise de voir des gens d'église s'arrêter là-dessus et faire des rencontres religieuses autour de ce livre. Ça m'a frappé. Ça m'a frappé. Qu'est-ce qu'on te reprochait de faire Il n'y avait pas de reproche, c'est ça qui était frappant. C'était une prise de distance par rapport à eux-mêmes, un questionnement de la chose, et puis c'était pas de jugement de valeur, ça m'a surpris, je m'attendais à autre chose. Je m'attendais à une agression ou je sais pas, mais non. Mais alors, je pense que ceux qui nous suivent voudraient bien que je pose cette question. Vous êtes marié? Si je suis mariée, oui, je suis maman de 2 enfants. D'accord. Je ne vais pas entrer dans votre vie privée, mais vous évoquez quand même la question de la fidélité, de l'infidélité. La fidélité n'est pas africaine. Ah d'accord. Alors les gens se diront, bon, cette dame-là, il parle de la fidélité, voilà, elle est mariée. Et si demain après-demain, elle apprenait que voilà... Vous me parlez des structures africaines. On parlait de l'anthropologie. Ouais. On parlait de l'anthropologie africaine. Oui. En tant qu'Africaine, est-ce que c'est une valeur que vous portez vous-même? Ça veut dire que comprendre que l'infidélité serait inhérente à l'homme, peut-être particulièrement à l'homme africain? Je ne sais pas ce que c'est que l'infidélité ou la fidélité. Je ne peux pas me permettre de le définir. On est fidèle à quoi? On est fidèle à quoi? On peut regarder une personne avec des yeux, c'est déjà de l'infidélité. Est-ce qu'on est fidèle à un engagement, à un être? Ce sont des questions très complexes qui sont résolues de manière individuelle. Donc ça ne peut pas être résolu de manière collective. Si vous voulez savoir ce que je pense de tout ça, j'observe la vie avec ce qui se présente à moi, on va dire ça comme ça. Alors, est-ce que, parce que si je vous suis bien, oui. Le livre, vous dites c'est une ouverture, c'est-à-dire que le débat ne se clôture pas avec le livre. Donc, voilà. Le débat devrait continuer. Est-ce que vous-même, en tant qu'écrivaine, est-ce que vous avez déjà de la suite dans les idées? C'est votre 50e livre. Est-ce que vous avez de la suite par rapport à ce que vous laissez comme débat ouvert? Est-ce que vous-même, déjà, vous êtes dans ce débat ouvert, en train de cogiter et de voir qu'est-ce que vous pouvez peut-être sécréter ou pondre prochainement, ou bien mettre sur le marché des idées pour que nous puissions être dans une forme de continuité? Peut-être que vous qui avez lancé les débats, vous avez peut-être les idées assez claires qui pourraient nous éclairer. Alors je viens participer à pas mal de débats. C'est le premier, on va dire, édité, mais il y a d'autres qui sont sortis. Je touche des thèmes variés qui vont, enfin je dis, où j'ai eu des contrats, mais je ne les ai pas forcément signés parce que ça ne me correspondait pas et puis c'était peut-être pas le moment. Et là, présentement, je suis en train de travailler sur des livres pour enfants, mais qui est aussi une sorte de, on va dire, qui s'inspire de ce livre-là, ça parle d'identité, ça parle d'Afrique profonde, mais adapté aux enfants. C'est une grand-mère qui raconte son Afrique à elle, hein, une Afrique métissée, mixée, très actuelle, avec sa part on va dire, de désharmonie entre modernité et vie artisanale, on va dire ça comme ça, du contexte très profond actuel où on a ces préjugés sud-africains qui sont déconstruits par moments, mais qui sont parfois confirmés, on va dire ça comme ça. Donc j'espère que ce sera très 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 prochainement, hein, avant la fin de 2020, je crois que tout sera mis en place. Alors, mais une suite à ça, si on me le demande, oui, j'aimerais avoir plus de débats subversifs autour de ce livre. J'ai besoin de beaucoup plus de subversion pour le poursuivre, en fait. Est-ce que ce livre-là, vous le situez où? Entre un essai et un roman? On m'a posé la question. Vous le situez où? Parce qu'à un moment donné... C'est un essai romancé. Voilà. Parce qu'à un moment donné, j'ai l'impression d'être dans un essai. Puis à un moment donné, je sens le roman. Je me dis, alors je vous poserai la question. Oui. Vous l'avez présenté comme un essai romancé parce que vous vouliez rendre beaucoup plus souple le message? Accessible au grand nombre, souple, avoir quand même des éléments qui permettent aux autres de se situer. J'ai été surprise quand même, il y en a qui sont situés mais qui donnent envie de lire. Si je n'étais pas sur l'essai, pour moi ça aurait été carré, ça aurait pas... J'avais besoin que les jeunes fassent ce chemin interne
de conscience de leur identité et de voir les mécanismes qui les ont poussés à migrer et quelles sont les variances de leur identité qu'ils arrivent à identifier que, ah oui, là, je suis dans mon registre italien, je mets entre guillemets, je suis dans mon registre africain, je suis dans mon registre occidental, qu'est-ce que je suis? On de prendre conscience un petit peu de ce qui fait que dans leur quotidien, ils ont telle attitude plus que telle autre. Donc je ne pouvais pas y aller en étant dans l'essai, de manière exclusive, on va dire. Alors, ça va être peut-être la dernière question. Culturellement parlant, Oui. un enfant qui naît de parents africains en Europe, un enfant qui naît de parents mixtes en Europe, quel genre d'éducation peut-on lui donner pour lui permettre de comprendre, de décoder, non pas seulement sa généalogie, Oui. mais sa généalogie dans l'histoire du monde? Comment ça peut se faire? Quel genre d'éducation peut-on donner à cet enfant-là? Est-ce que le système éducatif suisse donne facilement assez de codes à cet enfant-là de comprendre lui-même et le monde? Ou bien c'est aux parents de le faire pour lui permettre à un moment donné de compléter ce que peut-être le système éducatif n'arrive pas à lui donner? La chose qui m'a frappée ici en Occident, c'est que l'Occident est assez eurocentriste. En Suisse, on apprend l'histoire de la Suisse, pas de la France. On apprend ce qui se passe avant, c'est l'histoire de la Suisse. Donc l'éducation est faite pour s'adapter à l'environnement. En Afrique, ce n'est pas le cas. Après la Troisième Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, j'ai troisième, on y est. Enfin bref. La première et la deuxième, je n'avais pas 15 ans, j'étais pas 12, 11. Parce qu'il n'y avait rien à voir avec l'histoire de mon pays. J'ai pris conscience de ma région à l'université en étudiant de l'anthropologie. Donc, il est important de prendre conscience que c'est aux parents de faire leur part d'éducation qui est riche de leur culture d'origine. Parce que la Suisse fait de la place à la Suisse, la France fait de la place à la France. Et chaque parent devrait compléter cette histoire pour que l'enfant se sente en équilibre. Alors, vous dites chaque parent, mais je pense que le parent doit être lui-même aussi formé pour pouvoir bien transmettre. Est-ce qu'il existe ici, par exemple en Suisse, des structures, par exemple africaines, qui peuvent aider les parents à avoir assez d'éléments pour permettre à leurs enfants de mieux imprégner la culture de là où ils viennent? Alors, personnellement, je suis cofondatrice d'une association où on a beaucoup travaillé sur la transmission identitaire. On a des cours de langue dans ces langues-là. Et puis, on a souvent des forums à l'intérieur de l'Europe où ils sont en train de sortir des jeux, des memories en ces langues-là, pour transmettre un petit peu un nombre de valeurs. Et je pense qu'il y a beaucoup de communautés africaines qui, personnellement, je connais les communautés somaliennes aussi, qui travaillent à ces choses-là. Il ne faudrait pas avoir peur, ça ne va pas faire des identités. Un enfant qui est né en Suisse, c'est suisse qu'il le veuille ou non, parce qu'il est moulé 8 heures dans une culture suisse. Et il a des amis en dehors, c'est la Suisse. Il a des activités, c'est toujours la Suisse. Il ne faut pas se dire qu'il va se perdre dans sa culture si on ne la transmet pas. Il aura conscience, il peut la prendre ou la jeter, c'est égal. Mais avoir conscience, c'est fondamental pour pouvoir se situer face à l'autre. Et avoir conscience d'où on vient. Alors, M. Rifepo, moi je vous remercie de nous avoir accordé. Je vous remercie pour vos questions. C'est intéressant. Il y a plein de questions qui me viennent à la tête, nous sommes limités par le temps, donc je pense que peut-être nous aurons des occasions de nous revoir et de discuter, et peut-être de mieux nous imprégner aussi du travail que vous faites au niveau de votre association pour la transmission de la culture au niveau des enfants nés de parents mixtes ou bien des enfants nés de parents africains qui ont émigré en Suisse. Et chers téléspectateurs, je vous conseille donc d'aller dans vos librairies. Chez Payot. Chez Payot. À Lausanne, à Vevey aussi, chez Payot, vous pouvez commander. Il est disponible. À la FNAC aussi, chez Edilivre, et puis sur Amazon aussi. D'accord. Donc lisez le livre, faites-vous une opinion et puis voilà, probablement sur les différents sites, il y a de places qui sont prévues pour des commentaires des lecteurs, donc vous mettre des commentaires et probablement l'auteur pourrait tomber sur un de vos commentaires, sur l'une de vos préoccupations. Elle pourra vous donner une réponse et peut-être aussi, si vous voulez la rencontrer, probablement il y a par les moyens sociaux, les réseaux sociaux, vous pouvez la rencontrer. Je suis complètement ouverte. Et puis discuter de ces sujets-là si ils vous intéressent. Donc, quant à nous, nous vous disons
Un grand merci de nous avoir suivis. Et si vous avez écrit un livre, si vous avez des idées, vous avez un manuscrit, vous voulez que nous puissions en parler, il y a un numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Appelez-nous, nous nous ferons un plaisir de venir vers vous et d'essayer de discuter autour de ce que vous avez écrit et de ce que vous pensez avoir observé dans la société, qui serait très intéressant d'en débattre. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur Canal Impact. Au revoir. Merci.